Suite pour nous, ce mardi, d'une semaine sur Hannah Arendt dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Myriam Revaud-Dallon, venue hier vous raconter la vie d'Arendt, enfin quelques instants de sa pensée, avant d'évoquer demain le procès Eichmann. En compagnie de Catherine Chalier, c'est d'un monde commun que nous allons parler aujourd'hui, en compagnie d'Étienne Tassin, qui est notamment l'auteur d'un grand et gros livre sur Hannah Arendt intitulé « Le trésor perdu », sous-titre « L'intelligence de l'action politique ». On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des deux tours du World Trade Center. On rejoint tout de suite notre correspondant sur place, Pierre-Alexandre. Pierre, est-ce que vous avez des détails? Bien, écoutez, je suis en face des Twin Towers. Ce que je vois, c'est une très épaisse fumée noire. Il y a des particules de métal qui flottent dans le ciel et qui traversent l'East River. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'un avion commercial qui est entré de plein fouet dans la première des deux tours jumelles. 18 minutes plus tard, le second avion s'écrase sur les Twin Towers. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street. Pour la première fois dans l'histoire universelle, écrit Hannah Arendt à la fin des années 60, il est vrai que tous les peuples de la Terre ont un présent commun. Aucun événement de quelque importance dans l'histoire d'un seul pays ne peut demeurer un accident marginal dans celle de l'un des autres. Chaque pays est devenu le voisin presque immédiat de chacun des autres, et chaque homme éprouve le choc d'événements qui ont lieu de l'autre côté du globe. Mais ce présent commun sur le plan des faits n'est pas fondé sur un passé commun et ne garantit nullement un avenir commun. La technologie, qui a réalisé l'unité du monde, peut tout aussi bien le détruire. Et les moyens de la communication globale ont été créés ensemble avec les moyens de la destruction globale. Il est difficile de contester qu'aujourd'hui, le plus puissant symbole de l'unité de l'humanité est l'improbable éventualité selon laquelle les armes atomiques utilisées par un pays, conformément à la sagesse politique de quelques-uns, pourraient mettre un terme à toute vie humaine sur Terre. La solidarité de l'humanité est à cet égard entièrement négative. Elle ne repose pas seulement sur un intérêt commun à une convention qui interdit l'utilisation des armes atomiques, mais peut-être aussi, puisque de telles conventions partagent avec toutes les autres conventions le sort incertain de ce qui est fondé sur la bonne foi, sur le désir commun d'un monde un peu moins unifié. Bonjour Étienne Tassin. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, sur les nouveaux chemins de la connaissance. On va parler d'Hannah Arendt, on parle d'Hannah Arendt toute cette semaine, et aujourd'hui de la question redoutable, très difficile, complexe, d'un monde commun. Chez Hannah Arendt, une première remarque peut-être en forme de question. Quelle étonnante, stupéfiante, comme on dit vulgairement, actualité d'Hannah Arendt. Le texte que je viens de lire date de la fin des années 60 et s'applique à merveille à tous les phénomènes contemporains et à leur publicité mondiale. Étienne Tassin. Vous avez raison, et ce ne serait pas le seul texte, à mon avis, de l'œuvre de Hannah Arendt qui pourrait nous frapper par son actualité. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de prophétique ou de prémonitoire dans la manière dont elle a pensé, ça veut dire qu'elle a été, je crois, absolument contemporaine de son temps présent, et que c'est une invitation à être nous-mêmes aussi contemporains de notre époque. Dans le texte que vous avez lu, que je trouve absolument admirable, et qui est un hommage le portrait de Jaspers. Jaspers, voilà, oui, citoyen du monde. Oui. Dans ce texte-là, je trouve qu'il faut souligner l'affirmation selon laquelle l'universalité actuelle relève du présent et ni du passé, à savoir d'une histoire commune que nous aurions en quelque sorte à entretenir, ni d'ailleurs d'une projection sur l'avenir. Ça veut dire quelque chose à l'égard de sa philosophie de l'histoire. Au fond, nous ne pouvons pas nous asseoir sur le passé pour édifier l'avenir et nous devons nous fier entièrement au présent. Alors évidemment, Jaspers, pour elle, a été de ce point de vue-là un guide. Il a développé ce sur quoi elle a mis l'accent, une philosophie, dit-elle, de la communication universelle. Et l'exemple de ce qui se passe en septembre 2001 est en effet un exemple qui montre l'immédiateté de cette communication universelle au présent. Oui, c'était stupéfiant puisque, indépendamment de la tragédie, le 11 septembre était l'occasion d'avoir, parfois l'écran était scindé, des réactions extraordinairement antipodiques, qui étaient aux antipodes d'ailleurs, et qui étaient en elles-mêmes antipodiques, où il y avait d'un côté des cris de joie, et de l'autre côté évidemment des cris de douleur. Et nous avions tout cela, comme on dit, en temps réel, Étienne Tassin. Oui. Or, Hannah Arendt, 40 ans plus tôt, permet de penser cela. Absolument, oui.
Et d'ailleurs, elle le fait, je crois, nous pourrions l'illustrer à cette occasion-là, avec en tête une analyse que Kant avait faite de la Révolution française, dans laquelle il s'était interrogé sur la signification que prenaient en Europe, non pas les actions des acteurs de la Révolution, mais l'enthousiasme suscité chez les spectateurs. Et là, nous avons, dans l'exemple que vous prenez, à la fois un enthousiasme et à la fois, évidemment, une stupéfaction, une terreur, une inquiétude qui est quasi contemporaine de l'événement, qui est sa réaction, et qui signifie quelque chose sur la capacité que le monde a de prendre conscience de ce qui est engagé, du monde lui-même, en chacun des événements qui peut l'affecter. C'est-à-dire le sentiment d'être un effet parmi une infinité de causes, au fond. Oui. Et ce sentiment qui donne à la fois le désir peut-être de se retrancher dans une coquille privée et en même temps le sentiment qu'une telle chose est impossible. Absolument, avec cette évidence que quoi que nous fassions, de toute façon, le monde vient vers nous et que nous pouvons essayer de lui échapper. Néanmoins, sa réalité va s'imposer. Il y a une chose qui est frappante aussi dans ce texte-là, c'est la référence à ce qu'Arendt appelle une solidarité négative. Et je crois que c'est assez important pour être souligné, l'idée que ce qui caractériserait les peuples de la planète aujourd'hui, ce n'est pas le désir d'unification, le désir de se retrouver, le désir de partager absolument ensemble les mêmes conduites, les mêmes comportements, les mêmes valeurs et les mêmes principes, mais au contraire, dit-elle, le désir commun, désir partagé par tous, d'un monde un peu moins unifié. Ça me semble extrêmement important de souligner que Hannah Arendt, dont vous savez que la pluralité, dit-elle, est la condition de l'action politique, Hannah Arendt est extrêmement attachée à la pluralité, non seulement des individus, mais des peuples, des États, des communautés, et que tout le travail qui est à l'œuvre dans ce que nous appelons le processus de globalisation aujourd'hui est au fond un immense processus d'unification et d'homogénéisation qui s'élève contre cette pluralité-là et contre ce désir de la division. C'est tout à fait passionnant puisque ça permet de penser paradoxalement de façon positive ce qu'elle entend par monde commun. Nous avons en commun le refus d'une uniformisation, c'est-à-dire d'une sorte de communisation ou de mise en commun ou de réduction à l'identité de tous les individus. Nous avons en commun de ne pas vouloir être réduits à ce que nous aurions le plus en commun, au fond. Absolument, oui. Et ça, c'est un point très important et qui s'élève contre la Vulgate aujourd'hui. De nouveau, il y a quelque chose de l'actualité d'Arendt là-dedans. C'est qu'au fond, la référence au monde doit être interprétée, me semble-t-il, comme exactement l'antithèse de la référence au globe. Il y a une allusion au globe dans le texte que vous avez cité aussi. Et au fond, je crois qu'Arendt nous permet de communication de penser globale et de destruction globale. Elle exactement. En parle simultanément, voilà, d'ailleurs. Hein. Exactement. Et donc, je crois qu'elle nous permet de penser tout ce qui oppose un processus qu'on appelle de globalisation, dont on peut dire que le principe est fondamentalement économique, alors la soumission de l'ensemble du globe à la loi du marché, pour le dire de façon vulgaire et rapide, et à cela, elle oppose quelque chose qui est de l'ordre d'une mondialisation. Et la mondialisation, cela engage non pas simplement l'unification économique et donc la soumission de l'ensemble des secteurs et de l'ensemble des peuples et de l'ensemble des activités à la loi du marché, mais au contraire, tout un travail de préservation de la pluralité, donc d'un certain particularisme des cultures, des peuples, des situations, des activités, des registres de l'existence, et donc par conséquent le désir de ce monde un peu moins unifié. Au fond, la mondialisation serait du côté du désir d'un monde un peu moins unifié, tandis que la globalisation serait du côté d'une sorte de nécessité d'unification qui serait à ses yeux quelque chose que nous aurions plutôt à craindre, oui. Alors, je rappelle et je précise l'intention des auditeurs qui pourraient prendre cette émission en cours de route, émission à votre compagnie, donc Étienne Tassin, que nous parlons ici de Hannah Arendt et de textes qui datent des années 50, 60, oui. Encore une fois. Hein. Oui. Est-ce qu'il faut... Arrêtons de nous extasier de cette actualité stupéfiante. Est-ce qu'il faut peut-être observer le fait, vous avez dit tout à l'heure que Hannah Arendt était véritablement contemporaine de son époque, et pourtant elle ne date pas. Est-ce que cela veut dire aussi qu'il y a une rupture, un changement de paradigme, comme disent les cuistres, après 1945, c'est-à-dire après l'irruption du risque nucléaire, puisqu'elle parle aussi d'un danger de destruction globale. Est-ce qu'on peut considérer que cette destruction globale, ce risque de destruction globale, marque l'entrée dans une nouvelle ère de la philosophie politique, qui serait marquée d'ailleurs par deux figures, voisines et en même temps séparables sur bien des points, qui seraient Hannah Arendt et Raymond Aron? Étienne Tassin. Je dois avouer que je ne suis pas très sensible à la comparaison Hannah Arendt et Raymond Aron, que je trouve à bien des égards regrettable. Bon, mais on peut y revenir. En revanche, sur l'observation... Arendt n'était pas libérale. Hein. Non, voilà. non,
on l'a taxé de tas de choses, d'être libérale, conservatrice, républicaine, communautariste, et c'est assez sympathique de voir qu'elle peut encaisser toutes ces étiquettes, par où se montre que les dites étiquettes sont peut-être un petit peu à côté de ce qu'elle est en train de penser et de faire. Et d'ailleurs, justement, le fait qu'elle soit à l'écart de ce type d'étiquetage possible est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons aujourd'hui nous extasier devant son actualité. Au fond, la permanence, la pertinence de sa pensée est liée peut-être aussi à cela. Mais alors, laissons de côté le parallèle Arendt-Aron, mais venons-en quand même à la particularité d'une époque, la singularité d'une époque, le changement de paradigme, le changement atomique de paradigme. Oui. En effet, Arendt fait une analyse différenciée de ce qu'elle appelle les temps modernes et de ce qu'elle appelle notre monde moderne à nous. Les temps modernes, selon une analyse assez classique, remontent évidemment à cet univers qui émerge au XVIe, XVIIe siècle et qui est caractérisé par un certain nombre de paramètres, d'ailleurs, qui, dans son analyse, ne sont nullement originaux, qui sont communs à d'autres. Mais, à la différence des temps modernes, ce qu'elle appelle notre monde moderne, et notre monde, parce que, dit-elle, c'est celui de notre génération, et là encore, ce sont des déclarations qui datent des années 50-60, c'est un monde qui est né, dit-elle, lorsqu'en août 1945, la bombe atomique a explosé sur Hiroshima et sur Nagasaki. Ce qui signifie alors la chose suivante, très paradoxale, c'est que nous sommes entrés dans un monde qui est le monde de la possible destruction du monde. Et là, évidemment, il y a une rupture fondamentale et quelque chose de nouveau qui s'installe. C'est que nous sommes maintenant dans un monde dont nous savons que nous avons les moyens techniques de le détruire totalement. Il n'y a pas là une perspective catastrophiste. Il y a au contraire un constat qui est que la toute-puissance acquise par la technoscience moderne pose aux hommes un problème qui ne se posait pas avant, qui est celui du fait qu'ils sont en mesure, ils sont capables théoriquement de procéder à une autodestruction. Et j'appellerais cette situation-là, en empruntant un terme aussi à Hannah Arendt, worldlessness, j'appellerais ça une situation d'acosmisme. C'est-à-dire nous sommes entrés dans un univers où, au fond, l'horizon cosmopolitique que nous évoquions en commençant, c'est-à-dire la contemporanéité mondiale d'un événement comme celui de 2001, cette dimension cosmopolitique est indissociable en réalité de son envers, qui est un acosmisme, à savoir la possibilité que le monde soit pour nous un simple objet susceptible d'être détruit comme d'autres objets. Pourquoi employez-vous le mot de acosmisme? C'est-à-dire à quelle négativité renvoyez-vous en parlant d'acosmisme, Étienne Tassin? L'absence de cosmos, c'est-à-dire l'absence d'un au-delà, ou est-ce tout simplement le constat d'un désordre auquel on ne peut pas résoudre ou qu'on ne pourrait pas diluer? Alors, Hannah Arendt utilise l'expression worldlessness, donc une perte de monde, une absence de monde due à une perte de monde. Mais je crois que cette perte de monde-là correspond à ce qu'elle a analysé dans le dernier chapitre de Conditions de l'homme moderne comme étant une aliénation, l'aliénation du monde moderne. Mais il est vraisemblable qu'avec, d'une part, le totalitarisme, et d'autre part, l'arme nucléaire, nous soyons rentrés dans une autre dimension qui n'est pas simplement de l'ordre de l'aliénation et de la perte du monde, mais de ce que j'appellerais la destruction du monde. Et il est possible justement aussi que nous puissions analyser par exemple le phénomène dit de globalisation économique comme étant un phénomène aussi de destruction du monde avec des effets acosmiques. Donc si je parle d'acosmisme, ce n'est pas pour renvoyer à un au-delà quelconque, c'est pour désigner le fait qu'au fond, notre monde, pensé selon une tradition philosophique comme un cosmos, c'est-à-dire comme un ordre, en effet, comme un ordre de la belle apparence et du bon ordonnancement. Il faut rappeler que cosmos a donné cosmétique, la mise en ordre du visage. Voilà, absolument, oui, la belle disposition des choses qui font que le monde est non seulement cohérent, mais qu'il est beau dans cette cohérence-là. Alors c'est toute cette dimension-là qui semble en effet détruite dès lors que nous possédons les moyens en quelque sorte et que nous sommes habités d'une prétention hallucinante qui serait celle de se passer du monde, c'est-à-dire de pouvoir en quelque sorte se soustraire aux conditions du monde. Le prologue de Conditions de l'homme moderne, qui est publié en 1958, rappelle que la Terre, dit-elle, est la quintessence de la condition humaine. Nous sommes humains parce que nous sommes terrestres et dès lors qu'avec la bombe nucléaire, nous pouvons détruire la Terre, alors nous pouvons détruire aussi notre humanité. C'est ça la cosmisme. Vous citez la condition de l'homme moderne, Condition de l'homme moderne, le titre exact est Condition de l'homme moderne. Eh bien, on va entendre justement un passage de Condition de l'homme moderne. C'est Anne Brissier qui le lit. Anne Brissier, dont la voix nous accompagne toute la semaine, un passage qui va nous permettre de caractériser, de serrer au plus près ce qui permet justement de parler d'un monde commun, si c'est, et évidemment Arendt ne le pense pas, la nature commune de tous les hommes, ou bien l'unicité d'une perspective. Écoutez. Dans les conditions d'un monde commun,
ce n'est pas d'abord la nature commune de tous les hommes qui garantit le réel. C'est plutôt le fait que, malgré les différences de localisation et la variété des perspectives qui en résultent, tous s'intéressent toujours au même objet. Si l'on ne discerne plus l'identité de l'objet, nulle communauté de nature, moins encore le conformisme contre nature d'une société de masse, n'empêcheront la destruction du monde commun, habituellement précédée de la destruction des nombreux aspects sous lesquels il se présente à la pluralité humaine. C'est ce qui peut se produire dans les conditions d'un isolement radical, quand personne ne s'accorde plus avec personne, comme c'est le cas d'ordinaire dans les tyrannies. Mais cela peut se produire aussi dans les conditions de la société de masse, ou de l'hystérie des foules, où nous voyons les gens se comporter tous soudain en membres d'une immense famille, chacun multipliant et prolongeant la perspective de son voisin. Dans les deux cas, les hommes deviennent entièrement privés. Ils sont privés de voir et d'entendre autrui, comme d'être vus et entendus par autrui. Ils sont tous prisonniers de la subjectivité de leur propre expérience singulière, qui ne cesse pas d'être singulière quand on la multiplie indéfiniment. Le monde commun prend fin lorsqu'on ne le voit que sous un seul aspect, lorsqu'il n'a le droit de se présenter que dans une seule perspective. Étienne Tassin est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi dans une semaine sur Hannah Arendt. Et pour cause, Étienne Tassin est l'auteur du Trésor perdu, sous-titre Hannah Arendt, l'intelligence de l'action politique. C'est chez Payot. Étienne Tassin, deux choses sur le texte qu'on vient d'entendre. Commençons peut-être par le moins important et le plus perceptible en même temps. La différence qu'Hannah Arendt établit entre l'idée d'un monde commun et l'hystérie des foules. Au fond, une foule de supporters, par exemple, ne constitue pas, me semble-t-il, aux yeux d'Hannah Arendt, quelque chose comme un monde commun. Elle dit le monde commun prend fin lorsqu'on ne le voit que sous un seul aspect, lorsqu'il n'a le droit de se présenter que dans une seule perspective. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, et on va revenir dessus peut-être plus profondément, c'est l'héritage kantien d'Hannah Arendt et le rappel implicite dans Conditions de l'homme moderne, mais dans bien d'autres textes d'ailleurs, de ce que Kant appelle peut-être l'insociable sociabilité et les conditions de la construction justement d'un vivre ensemble. Mais d'abord sur ce premier point, la différence entre une foule et un monde commun, Étienne Tassin. Elle est supportée par une autre différence, qui est la différence entre une foule et un peuple. Au fond, la foule, c'est le moment où le peuple cesse d'être un peuple pour devenir une quasi-masse, une sorte d'ensemble homogène qui a perdu la particularité de ceux qui la composent et qui s'est totalement aliéné dans une dimension qu'elle appelle une dimension hystérique. Et en effet, la dimension hystérique, c'est le moment où le jugement est perdu, puisque le jugement est supporté, lui, par la pluralité possible des jugements et la confrontation des perceptions. Est-ce que, par exemple, l'image des supporters, un match de foot, un match de basket, peut permettre de comprendre cela, l'univocité d'un slogan dans un cas de figure comme celui-là ? C'est un bon exemple dans la mesure où la dimension passionnelle ici produit une unification qui n'est pas instauratrice d'un monde commun, mais qui est au contraire une sorte de particularisation globalisée, une particularisation collective sur un seul objet qui se fait évidemment au détriment d'un partage possible avec d'autres, au fond. Mais, pourtant, on est dans le partage quand on dit cela. Non, on est dans la fusion, on est dans la confusion. Je crois d'ailleurs extrêmement important de mesurer tout ce qui sépare l'idée d'un monde commun qui s'adosse à un espace public de cette focalisation particulière sur des objets qui est caractéristique des foules hystériques, parce que dans ce cas-là, dans le cas de l'espace public, nous sommes dans une situation, au fond, de diffusion, et non pas de confusion, de divergence, et non pas de convergence, de désunion, en quelque sorte, qui est liée à la division des points de vue et à la multiplicité de ces points de vue, et non pas d'unification qui serait liée à une sorte de passion aux besoins communs. Idem pour les manifestations, quand les gens hurlent des slogans pour s'informer réciproquement de l'opinion qu'ils partagent ?
Je serais plus nuancé sur cette affaire-là, car je crois en effet que l'on peut penser la manifestation, y compris la manifestation telle que nous la pratiquons régulièrement le samedi après-midi dans nos sociétés démocratiques, comme étant en réalité une forme de l'action politique, parce que ce qui est en question dans la manifestation, c'est non pas d'exercer une pression, de s'engager dans un rapport de force, de vouloir en quelque sorte créer fictivement l'image d'une communauté unifiée, mais c'est de manifester, c'est-à-dire de rendre visible sur une scène publique les modes de contestation, de désaccord ou de désapprobation qui sont ceux des peuples. Et les peuples en question, en quelque sorte, existent tant qu'ils manifestent, c'est-à-dire tant qu'ils agissent. Je pense qu'on peut faire une lecture arendtienne extrêmement positive de l'acte de manifester comme étant en quelque sorte la quintessence même de l'agir politique dans les sociétés démocratiques. À condition peut-être, si je vous suis, et c'est là que ça devient très subtil quand même, de distinguer la manifestation de la foule. Absolument. Si nous entendons en effet que dans une manifestation, nous n'avons pas affaire à une foule au sens de la foule des supporters de l'équipe de foot, mais que nous avons affaire à un rassemblement d'individualités unis ou en tout cas reliés les uns aux autres par des préoccupations communes et par un combat commun, et que dans cette manifestation, comme nous le savons bien, dans tout cortège, nous avons des peuples différents, c'est-à-dire derrière les banderoles, il y a des syndicats qui ne sont pas forcément en accord les uns avec les autres, des partis qui ne sont pas en accord les uns avec les autres, des mouvements et des associations qui sont différents. Et tant que cette pluralité-là est préservée, c'est-à-dire tant que le désir d'un monde un peu plus divisé se manifeste encore, alors cette manifestation est, à mon avis, quelque chose qui correspond assez à ce que nous pouvons comprendre de l'action politique. Avec Myriam Revaud-Dallon, qui était notre invitée hier, avec qui on a commencé cette semaine sur Hannah Arendt, on a évoqué le commentaire politique que Hannah Arendt a eu l'audace de proposer de la critique de la faculté de juger de Kant, s'inspirant notamment du paragraphe 40 et de ce que Kant appelle le sensus communis, qu'il est important peut-être de dire en latin pour le préserver du sens qu'on donne ordinairement à l'idée de sens commun, justement. Donc, gardons l'expression latine, ici c'est utile. Donc, le sensus communis, dont Hannah Arendt, partant d'un texte ouvertement esthétique qui porte sur le jugement de goût, dont Hannah Arendt fait le lien paradoxal des sociétés. Est-ce qu'on peut retrouver cette perspective dans le texte qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qui fait des conditions d'un monde commun, qui tient pour condition d'un monde commun, non pas la nature commune de tous les hommes, mais le fait que malgré les différences de localisation et la variété des perspectives, tous s'intéressent toujours au même objet. Ça, c'est le premier point, l'héritage kantien. Et puis, dans la famille de cet héritage kantien, la quatrième proposition, je le dis pour nos auditeurs qui voudraient se plonger dans ces textes majeurs, la quatrième proposition de l'idée pour une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, qui parle d'insociable sociabilité, c'est-à-dire le penchant, dit Kant, des hommes à entrer en société, lié à une résistance générale qui menace constamment de rompre cette société. La simultanéité chez l'homme d'une tendance à s'associer et d'un penchant à se séparer, au fond, l'organisation de ces tendances contradictoires entre les hommes. Oui, je suis très heureux que vous associez ce paragraphe 40 et puis cette proposition 4 de l'idée d'une histoire universelle, car on le fait rarement, alors qu'en réalité, en effet, ils sont inséparables et que je crois qu'on ne pourrait pas non plus comprendre le rapport qu'Arendt a à Kant si on ne tenait pas les deux énoncés ensemble. D'un côté, il y a ce postulat que un monde nous est commun dès lors que nous sommes en quelque sorte les percepteurs communs de ce monde. Ou, formulé autrement, dès lors que nous nous intéressons communément à une même chose. Ce qu'elle appelle l'intérêt ici, l'inter-est, c'est le fait précisément que se déploie entre nous quelque chose qui est l'objet de notre attention ou de notre souci, le souci que nous avons pour le monde, sachant que ce qui se déploie entre nous, à la fois nous relie et nous sépare. Et si on tient ensemble... À la façon dont un désir commun peut nous relier et nous mettre en concurrence. Absolument, exactement. Et donc, du coup, en effet, la conséquence est que la sociabilité qui est en quelque sorte acquise ou postulée dans ce sensus communis est en même temps immédiatement déniée par la pluralité
des perspectives sous lesquelles nous voyons la même chose, pluralité des perspectives qui, elle, est indissociable d'une conflictualité possible, qui serait soit un conflit des interprétations, soit un conflit des intérêts, c'est-à-dire de toute façon une perception qui se distingue de celle des autres, mais qui prétend, comme les autres, parler de la même chose, porter sur la même chose. Est-ce que cette sociabilité est déniée ou est-ce qu'elle est affermie, paradoxalement, par cette concurrence des désirs? Parce que c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'au fond, le fait que nous soyons rivaux, pour le dire très simplement, un peu sommairement, le fait que nous soyons rivaux est-il de nature à séparer, à scinder cette communauté, alors qu'on a vu que ce qui pouvait opérer une scission dans la communauté, c'était parfois l'univocité d'un slogan, par exemple dans une foule de supporters. Donc est-ce que le fait que nous soyons rivaux permet de scinder cette communauté, ou est-ce qu'au contraire, ça ne l'affermit pas sous l'égide du... En gros, nous tombons tous d'accord pour ne pas être d'accord entre nous, mais nous sommes au moins d'accord sur ce point-là? Certes. Et en même temps, ce n'est pas si simple. Dans la logique kantienne, l'insociable sociabilité est pensée dans un rapport moyen-fin. L'idée kantienne, c'est qu'au fond, l'insociabilité qui nous divise et nous oppose est le moyen d'une sociabilité d'un ordre supérieur qui va nous rapprocher. Il n'y a donc pas une stricte contemporanéité de l'insociabilité, de la sociabilité. Du moins, dans sa déconstruction logique, nous voyons qu'il y a un rapport de cause à conséquence ou de principe à conséquence. On commence par pas être d'accord. On commence par pas être d'accord, mais dans le fait que nous ne soyons pas d'accord, s'affirme quelque chose. Se tisse entre nous nécessairement un lien qui est celui de l'opposition, de la contestation, du désaccord. Et ce lien-là nous amènerait petit à petit à renforcer au fond les liens que nous croyons en effet rompus par le fait que nous ne sommes pas d'accord. Bon, il y a comme ça une sorte de, par anticipation, disons, de dialectique, dont on verra bien l'usage que Hegel fera ensuite, ou Marx, c'est-à-dire l'idée d'une philosophie de l'histoire qui, dans la lutte des classes ou dans l'antagonisme des passions, finit par se surmonter pour faire advenir quelque chose de commun. Or, Arendt ne raisonne pas de cette façon-là. Je crois que ce qui est intéressant chez elle, bien qu'elle soit beaucoup trop discrète à mon goût sur la dimension conflictuelle de la pluralité, elle insiste sur la pluralité, mais elle ne va pas jusqu'à assumer jusqu'au bout la conflictualité qui est indissociablement attachée à la pluralité. Néanmoins, il me semble que dans sa perspective-là, nous devrions essayer de penser quelque chose qui est ce que, dans un autre contexte, Nicole Laureau a décrit comme étant le lien de la division. Ce qui nous divise est aussi le mode sous lequel nous nous lions les uns aux autres. Alors, est-ce que c'est parce que nous nous reconnaissons l'accord partagé du fait que nous sommes en droit d'être en désaccord, ce qui est une version que je dirais un peu habermasienne, quoi. C'est-à-dire le postulat requis pour un échange d'arguments, une opposition, c'est que nous soyons d'accord sur le fait que nous nous opposons. Je ne pense pas que ce soit exactement comme ça qu'Arendt conçoit la chose. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que lorsque nous opposons des perspectives, et en multipliant les perspectives qui s'opposent, nous renforçons au fond la chose sur laquelle portent nos perspectives. Et donc, en quelque sorte, il faut arriver à penser, c'est assez délicat, mais je crois que descriptivement, ça correspondra à des situations que nous expérimentons assez souvent. Il faut penser le fait que c'est dans la division que se crée le lien, mais un lien qui ne risque pas, bien entendu, de retomber sous la forme d'une fusion, de l'hystérie des foules, une sorte d'unification, d'identification, qui serait en réalité une forme de l'aliénation, mais un lien qui toujours nous maintient dans la distance, séparés par ce qui nous relie. Et là, il y a quelque chose de quasi... un oxymore, quelque chose d'assez contradictoire, mais qui, je crois, correspond assez bien à ce que c'est que le monde commun. Je voudrais vous soumettre un exemple. Oui. À chaque fois qu'il y a une tragédie au Proche-Orient, en France, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, ou bien le CFCM, le Conseil français du culte musulman, appelle différentes communautés à raison garder. C'est en général l'expression qu'on emploie. Oui. Ce qui, il faut bien l'admettre, ne sert en général pas à grand-chose. Et quand on s'interroge sur les questions, sur les raisons peut-être de l'inefficacité d'un tel appel, auquel par ailleurs on ne trouve rien à redire, on peut se demander si ça ne tient pas au fait que, par raison gardée, en général, les institutions, chaque institution, jouant son rôle d'ailleurs politique dans la société, entend par raison gardée le fait d'éviter les sujets qui fâchent dans les discussions. Au fond, gardez la raison, c'est-à-dire ne vous échauffez pas la tête, évitez les sujets qui fâchent, soyez civils les uns avec les autres, ayez la courtoisie les uns avec les autres de ne pas parler de ce qui vous sépare. Or, si on prend l'expression
au pied de la lettre, raison garder, c'est se faire le gardien de la raison, c'est-à-dire envisager le fait que les arguments venus d'en face ne sont pas illégitimes. Ou bien, par exemple, imaginons un instant que le CRIF s'indigne du bombardement involontaire des populations civiles à Gaza ou que le CFCM commence par s'indigner des attentats commis sur le territoire israélien. En d'autres termes, si les institutions étaient les porte-paroles, ou plus exactement les pédagogues plus que les porte-paroles de leur camp, en invitant chacun à penser contre lui-même, peut-être qu'on pourrait bâtir à ce moment-là ce qu'Hannah Arendt appelle justement un monde commun où l'on fait abstraction, d'une certaine manière, de ce qui nous rattache à une opinion singulière et nous rend sourds à l'opinion d'en face. Certes, mais vous voyez bien aussi qu'il y a une dimension de souhait. Il y a quelque chose comme un vœu pieux ici. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'au fond, Arendt n'a jamais substitué ses propres désirs, si j'ose dire, au constat de ce qui se passait dans la réalité. Donc s'il y a une division, s'il y a un conflit, et s'il y a ces réactions que vous avez rappelées, ce n'est pas simplement par soit indigence d'esprit, soit par stratégie politique et par, en quelque sorte, recours à une rhétorique qui évite d'avoir à affronter directement ce qui nous divise et ce qui fâche. C'est aussi qu'il y a un conflit interne entre des systèmes d'intérêt, des systèmes de valeurs et de croyances, et puis la disposition d'esprit que nous souhaiterions que chacun ait pour pouvoir surmonter ces divisions-là. Par exemple, Arendt s'appuie énormément sur la fameuse prescription kantienne dite de la mentalité élargie, qui est indissociable du sensus communis, et par laquelle, au fond, chacun devrait s'efforcer de penser comme s'il était à la place de l'autre. Alors évidemment, dans l'exemple que vous donnez, au fond, chacun pourrait s'efforcer de penser comme s'il était à la place de celui... C'était ce que j'avais en tête en vous proposant cette image. Voilà, oui. Mais dans ce cas-là, au fond, ce que cela veut dire, c'est qu'une certaine éducation intellectuelle, une certaine réforme de l'entendement est requise pour que nous soyons capables de faire cette opération très compliquée qui est de se mettre à la place de l'autre, sachant que précisément, nous sommes à son égard dans une situation conflictuelle et de désaccord total pour des raisons qui sont difficilement rationalisables et donc surmontables. Oui. C'est pour ça qu'il y a, me semble-t-il, un leurre à prétendre que le travail de la raison ou de la philosophie serait de surmonter les conflits, alors qu'il serait plutôt au contraire de les assumer dans ce qu'ils ont d'irréductible et d'en amoindrir par conséquent les effets pour éviter qu'ils fussent meurtriers. Est-ce à dire du coup que la condition d'un monde commun, ça n'est pas l'accession collective à la rationalité, qui reste un vœu pieux au fond, quand on le brandit comme une norme, qui reste un vœu pieux et qui donc expose celui qui le souhaite, laisse à celui qui le souhaite la seule ressource de l'anathème face au monde comme il va, mais tout simplement la civilité que les individus se doivent les uns aux autres, faute de trouver un terrain d'accord qui leur permette de passer de la trêve à la concorde. Oui, je pense que la première possibilité est celle qu'a tenté d'explorer Habermas et que continuent d'envisager les Habermasiens aujourd'hui, que la deuxième possibilité est plus fidèle à la perspective arendtienne. C'est qu'au fond, si nous voulons assumer jusqu'au bout cette dimension de la pluralité, nous ne pouvons pas faire l'économie du conflit, nous ne pouvons pas imaginer que nous surmonterons les conflits. Il faut donc assumer le fait que dès lors que nous sommes plusieurs, nous sommes inévitablement dans une situation conflictuelle. Et la question est de savoir comment, évidemment, on peut vivre avec les conflits. On en vient au séisme qui secoue le monde feutré de la diplomatie. La publication par le site internet Wikileaks et 5 grands quotidiens internationaux de 250 000 documents secrets, des télégrammes échangés entre Washington et ses ambassades. Des mémos qui révèlent des requêtes de pays à l'encontre de leurs ennemis, mais aussi certaines appréciations peu amènes à l'égard de dirigeants étrangers. Gilles Boulot et Laure Bignalet. Des années de langue de bois diplomatique réduites à néant. Les rapports et télégrammes confidentiels révélés par Wikileaks sont d'une franchise et parfois d'une brutalité inouïe. On y apprend par exemple que le roi Abdallah d'Arabie Saoudite demande aux États-Unis de couper la tête du serpent iranien, en d'autres termes, d'attaquer le pays militairement. Sous le sceau du secret, les diplomates américains affirment que la Russie est un État mafieux, dirigé par Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev, comparé à Batman et Robin. Wikileaks révèle également que Washington est prêt à tous les marchandages pour vider la prison de Guantanamo. Un diplomate américain aurait proposé au chef du gouvernement slovène une rencontre avec Barack Obama à condition que la Slovénie accepte d'accueillir sur son territoire un prisonnier venu de Guantanamo. Les jugements sur la France et son président vont aussi faire grincer des dents.
Nicolas Sarkozy est décrit comme un homme susceptible et autoritaire, un roi nu qui présente malgré tout l'avantage d'être le chef d'État français le plus pro-américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Un chapelet de compliments comparé au jugement assassin porté sur Silvio Berlusconi. Pour les diplomates américains, le président du Conseil italien n'est qu'un incapable, vaniteux et inefficace. Dans cet incroyable déballage de linge sale, les diplomates américains en prennent aussi pour leur grade. Ceux qui sont en poste aux Nations Unies ont pour mission d'espionner leurs collègues étrangers. Ils doivent par exemple prélever des traces d'ADN en ramassant discrètement des cheveux appartenant à d'autres diplomates. Voici ce qu'Hannah Arendt écrit. Des documents du Pentagone, ainsi qu'il arrive fréquemment dans l'histoire, des lecteurs différents pourront tirer des enseignements fort divers. Les uns estiment qu'ils viennent enfin de comprendre que le Vietnam représentait l'aboutissement logique de la guerre froide. D'autres qu'il s'agit là d'une occasion unique de comprendre les processus où s'empêtrent les décisions gouvernementales. Mais la plupart se retrouvent d'accord pour penser que le problème fondamental posé par ces documents est celui de la tromperie. À tout le moins est-il évident que ce fut ce qui préoccupa ceux qui eurent à choisir parmi ces documents ceux qui devaient être publiés dans le New York Times. Il est au moins probable qu'il en fut de même pour les hommes qui préparèrent la publication des 47 volumes que comporte le rapport original. La célèbre crise de confiance envers le gouvernement, que nous connaissons depuis si longues années, a soudain pris des proportions énormes. Dans les sables mouvants des déclarations mensongères de toute espèce, de la tromperie consciente ou de l'autosuggestion, au risque fort de s'enliser les lecteurs qui désirent pénétrer la substance de ces documents, il nous faut bien reconnaître malheureusement l'infrastructure de toute la politique intérieure et étrangère des États-Unis depuis près de 10 années. Le secret, ce qu'on appelle diplomatiquement la discrétion ou encore arcana imperii, les mystères du pouvoir, la tromperie, la falsification délibérée et le mensonge pur et simple, employés comme moyen légitime de parvenir à la réalisation d'objectifs politiques, font partie de l'histoire aussi loin qu'on remonte dans le passé. La véracité n'a jamais figuré au nombre des vertus politiques, et le mensonge a toujours été considéré comme un moyen parfaitement justifié dans les affaires politiques. Qui prend la peine de réfléchir à ce propos ne pourra qu'être frappé de voir à quel point notre pensée politique et philosophique traditionnelle a négligé de prêter attention, d'une part à la nature de l'action, et de l'autre à notre aptitude à déformer par la pensée et par la parole tout ce qui se présente clairement comme un fait réel. Étienne Tassin, voici ça, c'est un extrait, c'est le début d'un article intitulé « Du mensonge en politique, une réflexion sur les documents du Pentagone » qui, là encore, frappe, comme on le dit vulgairement, par son actualité. Ça correspond, on a entendu juste avant Harry Roselmack revenir sur l'affaire Wikileaks qui, à l'heure où nous parlons, vient d'éclater à la face du monde en révélant au monde entier ce que le monde entier savait déjà d'ailleurs. Et de là d'ailleurs tout le caractère subversif de ces révélations. Étienne Tassin, au-delà encore une fois, de la conformité étonnante ou de l'adéquation stupéfiante des textes d'Arendt avec des problématiques immédiates, très contemporaines du XXIe siècle, se pose la question chez Arendt bien souvent, dans le cadre de ce qu'elle appelle la modernité, de la transparence, des vertus et des méfaits de la transparence. Et il faudrait qu'on en parle ici dans le cadre justement d'une réflexion sur le monde commun. Oui, il faudrait surtout éviter, je crois, une confusion ou une erreur qui serait d'imaginer qu'une bonne politique est une politique qui serait totalement transparente. Que ce soit l'affaire Wikileaks ou ce soit les dossiers du Pentagone au début des années 70, ce que nous montre Arendt dans les deux cas, c'est qu'au fond, il n'y a pas de politique qui ne procède pas par des coulisses, c'est-à-dire des tractations et qui par conséquent recourt au mensonge, à la dissimulation et aux pratiques du secret. Mais comme vous l'avez très justement dit, le paradoxe de ce secret, c'est qu'on tient secret ce que tout le monde sait, qu'il se dit ou qu'il se fait. Si nous regardons les révélations récentes
Nous ne sommes nullement que les Saoudiens étonnés. tiennent le président de l'Iran pour un serpent n'est pas surprenant. C'est pas une découverte extraordinaire et les propos que les uns ou les autres peuvent tenir sur leurs collègues chefs de gouvernement, chefs d'État ne nous surprend nullement. Donc autrement dit, la question du secret, c'est pas que des choses soient tues. Ce n'est pas le contenu de ce qui est tu, c'est le fait que la politique requiert que l'on s'abstienne de dire tout haut des choses que l'on pratique tout bas, mais que l'on sait parfaitement qui se font. Et donc, c'est un petit peu, je crois, ce que nous pourrions penser si nous appliquions à la scène politique la métaphore théâtrale. Au fond, il y a des coulisses. Des choses se font dans les coulisses. Mais où se passe la politique? Se passe-t-elle dans les coulisses, c'est-à-dire dans ce que Arendt appelle l'arcana, les arcana imperii, c'est-à-dire toutes ces tractations, dissimulations, affaires de cabinet? Ou est-ce que la politique se passe sur la scène visible, qui est sous nos yeux et qui est offerte à notre jugement? Quand nous sommes au théâtre, nous savons parfaitement que l'action se déroule sous nos yeux, que cette action-là que nous avons à juger, à apprécier, avec laquelle nous avons en quelque sorte à engager une réflexion et à nous engager. Mais nous savons aussi pertinemment qu'il faut derrière des machinistes, qu'il faut des coulisses. Là, en quelque sorte, la révélation, c'est qu'il y a des coulisses. Mais ça, nous le savions qu'il y avait des coulisses. Donc, au fond, il n'y a aucun gain en termes de compréhension ou de révélation ou aucune, en quelque sorte, intelligence supérieure qui serait acquise par la découverte de ces documents ou des dossiers du Pentagone. Mais en revanche, ce qui est révélé là, c'est en quelque sorte que nous oublions de regarder là où il faut regarder, c'est-à-dire sur la scène publique où se jouent les actions publiques visibles. Donc au fond, la visibilité de l'action politique n'a rien à voir avec la transparence. Il nous faut ce partage des tâches, il nous faut ces cabinets ministériels où les tractations se font. Mais la chose politique pour nous, ce sera dans les actes qui sont menés visiblement sur la scène publique et qui sont offertes à notre jugement. Si donc l'action politique n'est pas séparable de sa visibilité, de sa manifestation, oui. Et en particulier d'ailleurs en terrain diplomatique, ça a donc deux conséquences. La première, c'est que les secrets n'en sont pas véritablement. De fait, nul n'est surpris de ce qu'il découvre dans les fuites, en l'occurrence de Wikileaks, à la fois ce que les diplomates peuvent penser du président Sarkozy, ou bien de Berlusconi, de Vladimir Poutine, ou bien des Iraniens, de l'Iranien. Donc le secret n'en est pas un, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, ceux qui s'indigneraient, par exemple, du spectacle auquel vraisemblablement on va assister là pendant plusieurs jours, c'est-à-dire une espèce de déni mondial de ce qui a été mis sur la place publique et qui n'avait pas lieu de s'y trouver, où chacun fera comme si tout allait bien, où les Saoudiens feront des protestations d'amour aux Iraniens peut-être, enfin j'en sais rien, on ne peut pas être prophète ici, mais il est certain qu'on va assister à une sorte de déni collectif de cette parole dont certains pourraient de bonne foi d'ailleurs espérer qu'elle réforme les pratiques justement et les relations diplomatiques, ou qu'elle contribue à éclaircir un peu le paysage diplomatique. Le fait que, au fond, un, le secret ne dissimule rien, deux, que la politique soit d'abord affaire de visibilité, et trois, le fait qu'on se dissimule, au fond, ce qui est au vu et au su de tout le monde, tout cela n'est finalement pas si inquiétant que cela, Étienne Tassin. Ce qu'Hannah Arendt permet de penser, c'est que il n'est pas si grave qu'on fasse comme si ces documents n'existaient pas. Non, car c'est vraisemblablement à cette condition que le jeu politique peut continuer à se maintenir. Dans le cas qui nous occupe là de Wikileaks, il faut aussi prêter attention au fait qu'il s'agit de tractations diplomatiques, que la diplomatie, c'est pas la politique, et que la politique étrangère, c'est pas la politique intérieure, c'est-à-dire c'est pas la politique proprement dite. Nous sommes dans la question des relations des États entre eux, qui est différente de la question des rapports internes entre les différents responsables de la vie politique ou les citoyens au sein d'un État. Mais néanmoins, il serait inconcevable qu'il n'y eût pas des propos, des tractations et des jugements comme ceux que révèle Wikileaks, ou des dispositions prises et cachées comme celles que les dossiers du Pentagone ont révélées et qui ont mis les États-Unis en crise au début des années 70. Mais au fond, la révélation des documents du Pentagone n'a rien changé à la pratique des États-Unis, puisqu'aujourd'hui, on retrouve la même chose. Donc au fond, il y a là une disposition qui est à la fois inévitable, qui appartient, me semble-t-il, à un jeu qui est le jeu politique et singulièrement le jeu diplomatique. Mais là où l'effet pourrait être dommageable, c'est que si nous pensions que ce qui se joue là, c'est la vérité de la chose politique. Alors là, nous commettrions une erreur incroyable qui nous ferait en quelque sorte passer à côté du lieu où notre propre jugement et où notre engagement politique doit s'éprouver. C'est-à-dire la scène. C'est-à-dire la scène, oui, la scène publique, l'espace public, là où des individus s'engagent, font des choses sous nos yeux,
et où nous avons, nous, à réagir ou à agir au regard de ce qui est dit et ce qui est fait sous nos yeux. Ce qui veut dire que le spectateur est en réalité toujours un acteur politique. Au fond, dans la scène, la métaphore théâtrale trouve sa limite dans l'idée qu'au fond, chaque spectateur politique est aussi un acteur politique. Et il est un acteur parce qu'il est dans un rapport avec ce qui se déroule sous ses yeux, qui est la scène publique. Parmi les philosophes politiques, il y a ceux qui se prennent parfois pour des prophètes ou qui élaborent un certain nombre de normes dont ils déplorent ensuite qu'elles ne soient pas effectivement normatives ou qu'elles n'aient pas la puissance de s'appliquer au monde politique et dont le discours, bien souvent d'ailleurs, sert de bonne conscience à ceux qui garantissent le maintien des choses telles qu'elles sont et telles qu'on les déplore. Il y a une autre tradition de famille politique qui irait par exemple de Machiavel à Hannah Arendt, c'est la question que je vous pose, en passant par Pascal ou Spinoza, voire Montaigne d'ailleurs, qui est une tradition peut-être plus conservatrice en apparence. Pascal dit « Il n'est pas nécessaire parce que vous êtes duc que je vous estime, mais il est nécessaire que je vous salue. Le pouvoir repose sur les cordes de l'imagination. » Machiavel dit « Quiconque doit gouverner doit supposer à l'avance les hommes méchants. » Et ainsi de suite. Il y a là une sorte de cynisme ostensible, au fond, chez un certain nombre de penseurs politiques conservateurs, mais qui, en même temps, fournissent à leurs lecteurs les clés de compréhension du phénomène politique. Et je me demande, dans ces conditions, qui est le plus subversif des deux? Est-ce que c'est celui qui propose de nouvelles normes politiques, de nouvelles pratiques politiques, sans pour autant espérer que ces nouvelles pratiques deviennent effectivement normatives un jour, en tout cas sans y croire, ou ceux qui considèrent que de toute façon rien ne change, mais qui délivrent constamment, siècle après siècle, aux lecteurs différents qu'ils ont, les clés de compréhension et les raisons pour lesquelles précisément rien ne change. Oui, je n'ôterai pas un mot à ce que vous avez dit, j'y souscris absolument entièrement. Dans la perspective d'Arendt, il y a ce qu'elle appelle la grande tradition. Et on peut penser que la grande tradition, qui va de Platon à Marx, est en effet une tradition qui a pensé avec la philosophie politique, avec pour mission, en quelque sorte, non seulement d'analyser ce qui se passe, mais de transformer et donc d'ériger des modèles à partir desquels nous penserions que la situation pourrait être infiniment meilleure. Des cités justes, ou des sociétés sans classe, ou des États rationnels, etc. etc. Bon. Là, évidemment, la philosophie devient prescriptive et normative. Elle nous explique ce qu'il faudrait que nous fassions pour que nous soyons dans la vérité ou dans la justice. Et puis, il y a toute une autre tradition et qui a à voir avec le scepticisme et le cynisme, et les noms de Montaigne, de Pascal ou de Diderot, et donc celui de Machiavel aussi, mais celui de Hannah Arendt, absolument. C'est dans cette tradition dans laquelle j'inscris délibérément et sans restriction aucune Hannah Arendt, ce qui est engagé, c'est le jugement critique, la réflexion sur ce qui se fait, ce que signifie ce qui se fait, mais le refus absolument assumé de se donner comme étant en quelque sorte prescriptif et normatif. En disant au fond, la déconstruction des pratiques, même si elle révèle la dimension... la mise au jour des mécanismes. La mise au jour des mécanismes, même si elle pourrait apparaître comme proprement cynique et simplement négative, est en réalité la condition d'accès pour les autres à la capacité de juger et donc à engager leur liberté face à ces événements. Étienne Tassin, c'était passionnant de discuter avec vous. J'espère que ce plaisir a été partagé par nos auditeurs. Je rappelle le titre de votre livre, Le Trésor perdu, sous-titre Hannah Arendt, l'intelligence de l'action politique.